Ça fait très plaisir de voir une salle aussi remplie en sachant les énormes mastodontes qui sont dans les autres salles. Donc merci à tous d'être venus. Alors je pense que vous avez tous remarqué que j'étais accoutré d'une manière un peu particulière. L'année dernière, quand j'étais dans l'Amphi Bleu, on m'avait mis au défi de dire que j'étais fan de Zelda et de mettre une Triforce dans mes slides. Donc là, cette fois-ci, c'est mes enfants qui m'ont mis au défi de mettre le superbe sweatshirt Link qu'ils m'ont offert pour mon anniversaire. Donc voilà, Clémence et Pauline, c'est pour vous. Et ben moi j'ai réussi, je suis très content. Alors cette année j'aime beaucoup le style des slides de Devox, mais on va vraiment rester dans le même thème et je vais vous proposer un voyage au cœur de l'observabilité. Vous avez vu ce superbe effet? Ça va être comme ça tout le long. Je vais enlever la capuche parce que c'est chaud au bout d'un moment. Bonjour à tous, je m'appelle Benjamin Gakik et je suis ingénieur du chaos chez WI SNCF. Et je vais vous parler d'observabilité et de chaos engineering, bien entendu. C'est la première conf du matin, vous êtes tous frais, et puis comme je sais qu'on est tous dans un mood à Devox où on adore les définitions, on va commencer par une définition. Alors cette définition-là, vous la connaissez, hein, c'est la définition du monitoring, mais c'est intéressant d'en reparler au début. Il y a une petite remarque en bas qui est à voir, c'est qu'on va monitorer des indicateurs, et ce sont des machines qui vont monitorer. Hein, il y a des endroits où souvent ce sont des hommes, hein, des hommes qui regardent des écrans fixement, ça ne sert strictement à rien. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'on a cette notion de vision, hein, d'acquérir une vision, même ne serait-ce que partielle, de l'ensemble de notre système. Mais surtout, on est dans la notion de répéter de manière régulière un test. On répète, on répète, on répète. Donc c'est vraiment un travail chiant, pénible, inutile. Mais surtout, on fait un test. Et quand on fait un test, ça signifie qu'on sait ce qu'on va faire. Ça signifie qu'on a quand même une connaissance de ce qu'on veut regarder. Et ça va me permettre d'introduire un tableau. N'ayez pas peur. Si vous ne le comprenez pas tout de suite, je vais y revenir régulièrement tout au long de la conférence. C'est des notions qui ont été introduites en particulier par un secrétaire d'État américain à la Défense qui l'avait introduit dans des conditions un petit peu plus dramatiques. Mais il n'empêche que c'est quand même une grille de lecture très intéressante. C'est les known unknown et les knowns unknowns. Alors comment ça se lit? Cela se lit d'abord par le bas. On va choisir un des deux termes. Ce qui va permettre de qualifier ce terme-là, c'est la notion de conscience, de connaissance ou d'impact. Sur l'autre zone, on va avoir la compréhension, la maîtrise ou les événements qui peuvent arriver. Donc ça donne par exemple pour la première case en bas à gauche, les known knowns, les choses qu'on connaît et qu'on comprend. Là, on est vraiment dans un champ du connu, on est dans le fonctionnement nominal de nos applications et de notre système. Juste à côté, on a les choses dont on a conscience mais qu'on comprend, les unknown knowns. Alors celui-là, c'est assez amusant, mais pour vous l'illustrer, c'est comme si je vous disais que vous connaissez les règles du jeu, mais vous ne savez pas ce qui va se passer pendant le jeu. Vous avez la connaissance des règles, vous savez, vous maîtrisez ce qui va se passer, enfin, vous maîtrisez les choses, les connaissances, mais vous ne savez pas ce qui va se passer. Juste au-dessus, on a les known unknowns. Donc ça, c'est les choses qu'on connaît et qu'on ne maîtrise pas. C'est là que le monitoring en particulier va intervenir. Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez un disque, votre disque il peut se remplir, et vous savez qu'il peut se remplir, et ce n'est pas forcément de votre fait, on ne peut pas forcément maîtriser ça. Donc on va mettre un système de monitoring sur le disque pour vérifier que le disque il est toujours up, et sinon pour pouvoir agir. Donc on est dans quelque chose qu'on connaît, mais on ne va pas maîtriser ce qui va se passer. Et enfin, on a les unknown unknowns, qui est la catégorie la plus catastrophique. Là, on est à poil, on ne sait pas ce qui se passe, et on ne sait même pas regarder. Souvent, c'est dans les gros incidents qu'on est dans cette catégorie-là, et c'est ce qu'on va chercher à éviter. Alors si on revient sur notre monitoring, les known unknowns, les choses qu'on connaît qu'on ne maîtrise pas. Au final, on sait où on regarde, on sait ce qu'on regarde et on sait pourquoi on regarde. Hein, si on reprend l'exemple de notre disque tout à l'heure, on sait qu'il peut lui arriver des problèmes. Par contre, on ne sait pas quand ça arrivera, on ne sait pas où ça arrivera, on ne sait surtout pas pourquoi ça arrivera. Et d'ailleurs, ça ne sert à rien de prédire pourquoi un disque va se remplir. L'intérêt de se poser la question de ces known unknowns, c'est que ça permet de rentrer dans un processus de résolution des incidents. Le processus de résolution des incidents, à partir du moment où vous avez un gros incident, vous rentrez toujours systématiquement dans ce processus-là. Et ça commence d'abord par la première étape qui est la détection. La détection, c'est savoir que la panne arrive, savoir que quelque chose ne se passe pas bien. Là, votre monitoring, il est utile, mais ce qui va être le plus utile, c'est l'alerting. Donc l'alerting, c'est quoi? C'est mon monitoring qui tourne en permanence. Et ben, mon alerting, il va repérer des valeurs qui sont limites, qui sont en dehors du fonctionnement nominal, et il va me dire, là, c'est le moment de regarder par un humain le système de monitoring. Une fois qu'on a fait la détection, on va s'occuper du diagnostic.
Alors, le diagnostic, c'est le travail qu'on fait en général régulièrement dans la correction des pannes, c'est comprendre ce qui s'est passé. C'est pas agir, c'est comprendre ce qui s'est passé et pouvoir proposer des solutions pour choisir la meilleure. Là, le monitoring, il peut vous être utile. Dans les cas les plus simples, le monitoring est utile. Un file system, je reprends toujours cet exemple-là, mais il est quand même assez parlant. Quand le file system est plein, le monitoring est suffisant pour pouvoir faire le diagnostic. Dans des pannes un peu plus complexes, où on a des problèmes de cluster, de cloud et compagnie, là, clairement, c'est plus la notion d'observabilité qui va nous aider à faire le diagnostic. Volontairement, je ne vais pas vous parler maintenant et vous donner la définition de l'observabilité, juste à retenir que c'est quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans le détail et de comprendre ce qui se passe. Et enfin, la dernière étape, la résolution. Alors la résolution, c'est peut-être tout simplement corriger une panne, c'est vider mon disque. Ça peut être aussi de la correction de bugs, ça peut être rajouter de l'auto-repair, de nouveaux patterns de résilience. Il n'empêche que quand on a des gros incidents, en général, on va souvent régler ça par plus d'observabilité, par plus de monitoring et par plus d'alerting. Et le problème qu'on veut tous éviter, c'est si on ne détecte pas. Parce que si on ne détecte pas, il se passe ça. Vous connaissez tous cette image. Tout se passe bien, c'est fantastique, tous les moniteurs sont au vert, mais par contre l'application ne marche pas et on ne réussit pas à vendre et on perd de l'argent. C'est quelque chose qui arrive plus souvent qu'on peut l'imaginer et j'ai presque envie de poser la question dans la salle, mais qui n'a pas déjà eu à relivrer un patch en urgence pour rajouter des logs pour comprendre ce qui se passait? Il y a quelqu'un qui a failli lever la main, mais non, ça vous est tous arrivé. C'est normal, c'est normal. Et ça, c'est un défaut d'observabilité. Alors je vais enfoncer une porte ouverte. Monitorer les services techniques, ça ne suffit pas, je pense que vous avez compris. Donc il faut rajouter un peu de notion fonctionnelle, et même quand on rajoute de la notion fonctionnelle, on va quand même devoir se poser la question de ce que c'est qu'un bon indicateur. Parce qu'un indicateur, ça peut servir à tout, ça peut être n'importe quoi. Pour que ça soit un bon indicateur, il faut premièrement qu'il soit pertinent. C'est-à-dire que c'est une information qui soit représentative de votre système, de votre fonctionnement. Votre est en gras. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spécifique. Un monitoring est censé être spécifique. Si votre monitoring n'est pas spécifique, vous avez quelque chose de super générique. C'est fantastique, quelqu'un vous a complètement enflé en vous vendant un monitoring que vous avez dû payer certainement très cher. Les données qui sont les vôtres, vos indicateurs vont se baser dessus, et ce sont vos indicateurs à vous et pas les autres. Il faut qu'il soit utilisable. Un indicateur qui agrège 50 données différentes et il faut avoir une formation de 3 jours pour pouvoir le comprendre, ça ne sert à rien. Clairement, il faut qu'on puisse découvrir ces dashboards, il faut qu'on puisse découvrir ces indicateurs à la dernière minute et les comprendre facilement. Et d'ailleurs, ça va jouer sur le dernier paramètre qui est le fait que l'indicateur est utilisé. C'est tout bête, mais de nombreux dashboards sont remplis d'indicateurs qu'on ne suit pas et qui sont là juste pour polluer, pour faire joli et pour montrer que vous avez bien travaillé. Alors, se poser la question des bons indicateurs, c'est important, mais va aussi se poser la question de la manière dont on va interpréter ces indicateurs. Je pense que vous connaissez tous René Magritte et son fameux tableau « Ceci n'est pas une pipe ». Ce qui est intéressant avec ce tableau, c'est qu'on parle de la trahison des images. La trahison des images, c'est tout simplement avoir une image et y projeter soi-même ses propres biais et au final faire de mauvaises interprétations. Ça revient à mal corréler des événements qu'on peut avoir et vous pouvez faire tout et n'importe quoi avec vos indicateurs et leur faire dire une chose et même l'inverse. On a des catégories socio-professionnelles dans le monde qui sont expertes en détournage d'indicateurs. Nos hommes politiques, par exemple, ils sont capables de faire dire n'importe quoi des chiffres. C'est exactement ça. Donc il faut faire très très attention. Ça ne sert à rien d'avoir des bons indicateurs si vous n'en tirez pas les bonnes informations. Allez, on va aller un peu plus loin, on va commencer à attaquer le vif du sujet. Le monitoring tout court, ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus parce qu'on a vraiment une augmentation de la complexité de nos systèmes. Bon, je pense que là, tout le monde est d'accord avec ça. Et je vais vous l'illustrer en réutilisant le diagramme Kunvin, qui est un diagramme qui permet de pouvoir classifier la complexité d'une situation par rapport aux autres. Donc là, normalement, au centre, on est censé avoir le désordre. Là, on va avoir le néant de monitoring. Alors, le néant de monitoring, ça ne signifie pas qu'il n'y a pas de monitoring. Ça signifie juste que le monitoring qui vous permet de détecter votre panne, il n'est pas là. Donc, au final, votre monitoring ne vous sert pas. Dans un cas simple, ça va être d'avoir un petit dashboard tout bête, avec par exemple le nombre d'incidents, le nombre de mises à jour que vous avez pu faire. Ça, c'est ce que vous avez quand on vous donne votre site internet clé en main, ou un WordPress qui est hébergé. Voilà, c'est très simple, tout le monde peut s'en servir. Vraiment très facile. Une situation un peu plus compliquée, c'est quand on va rentrer sur LAMP. Alors bon, LAMP, il y en a qui vont dire « ouais, c'est facile ».
LAMP, malgré tout, ça nécessite un certain niveau de compétence en informatique et monitorer du LAMP, tout le monde n'est pas capable de le faire. On va rentrer dans du complexe quand on va commencer à adresser les notions de conteneurisation, de machines virtuelles, de cloud. Là, on va avoir plusieurs applications qui vont être ensemble, on va avoir des dashboards partout. Au final, ça va devenir compliqué, ça va devenir complexe. Et la complexité, c'est quoi? C'est la systémique, c'est la notion de compliqué appliquée au systémique. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup de choses et je ne peux pas les corréler moi-même. Donc on est obligé d'être plusieurs pour comprendre ce qui se passe. Et enfin, la notion de chaotique. Alors là, le serverless est certainement le meilleur candidat pour ça. À partir du moment où vous ne savez plus où votre fonction est exécutée, comment elle est exécutée, les machines disparaissent après avoir exécuté votre fonction, là, un monitoring, ça ne sert plus à rien. Donc on est obligé d'inventer de nouveaux systèmes. On est obligé d'avoir des choses toujours plus compliquées et au final, chaotique. Et là, je pense que vous avez remarqué la capture d'écran, c'est Visceral de Netflix, qui permet d'analyser des flux. Donc là, on rentre dans des monitorings un peu différents. Alors, on est d'accord, le monitoring et la complexité du monitoring explosent, mais heureusement, l'observabilité est là pour nous aider. Et l'observabilité, ce qui est assez amusant, c'est qu'elle va suivre exactement cette courbe de la complexité. Et plus on va monter vers des choses qui sont abstraites, donc des microservices ou des fonctions lambda, plus vous allez avoir besoin d'observabilité. Si je reprends l'histoire de mes lambda, si je n'ai pas stocké toutes les informations de ce qui s'est passé, le contexte, pourquoi, à quel moment ça s'est exécuté, quels sont les inputs et les outputs, je ne pourrai jamais retrouver ce qui s'est passé, je ne pourrai jamais me reconnecter sur la machine pour retrouver les logs. La machine, de toute façon, a disparu, ou peut-être même tout a été dilué, donc on ne peut pas savoir. Alors là, vous commencez vraiment à vous impatienter. Quelle est la définition de l'observabilité? Et je vais vous donner celle que j'ai trouvée sur Wikipédia. Et je vais vous laisser la lire. Elle est en anglais, je n'ai pas voulu la traduire. C'est édifiant. S'il y en a un dans la salle qui comprend, moi je dis bravo. Parce que franchement, c'est pas parlant. Il y a des mots un peu compliqués, pseudo-scientifiques, on parle de mathématiques à un moment. Bref. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, l'observabilité, ça y est, c'est un nouveau buzzword, hein, un bullshit de plus. Mais j'ai quand même eu envie de chercher un petit peu parce que c'est quand même une notion qui est quand même assez intéressante, c'est intriguant. Et donc, il faut faire attention avec ce buzzword. Et en recherchant un peu plus, la première définition intéressante que j'ai trouvée, ce n'est pas une définition de l'observabilité en elle-même, c'est plutôt à quoi sert l'observabilité. Vous avez un système observable quand votre équipe peut résoudre rapidement, de manière fiable, tout nouveau problème sans connaissance préalable. Ah, ça devient intéressant. Ça veut dire que l'observabilité me permet, même si mon monitoring n'est pas top, de pouvoir quand même comprendre ce qui se passe. Ça, c'est intéressant. La suivante, c'est un système est observable si le comportement du système entier peut être déterminé uniquement depuis ses inputs et ses outputs. Là, on commence à s'intéresser vraiment aux entrées, aux sorties, et surtout à cette notion de comportement. Et enfin, la dernière, qui dit qu'un système est observable quand on peut déduire son état des symptômes et des informations qu'il émet. Ah, c'est pas mal. Là, on a en plus des notions de symptômes, on a une notion d'état qu'on n'avait pas forcément avec la définition précédente. Moi, tout ça, ça me permet de vous proposer une définition de l'observabilité. Cette définition-là, c'est ma définition. Vous ne la trouverez pas sur le net. Je l'ai construite justement à partir de ces informations-là, et à partir du moment où je vais vous afficher la définition, je vais partir du principe que l'observabilité, c'est ça. Alors, c'est quoi l'observabilité? C'est la capacité du système à exposer des informations que l'on peut choisir d'exploiter, ou pas, voire même on peut passer à côté, et c'est souvent le cas, on va le voir juste après, et permettant d'appréhender son fonctionnement et son état. La petite note qui est juste à côté est très importante, l'observabilité, c'est pour les humains. Vous avez bien compris, le monitoring, c'est plutôt quelque chose de machine. L'observabilité, c'est pour nous. Parce qu'à la preuve du contraire, l'IA, c'est génial, on a plein de promesses fantastiques avec l'IA, mais il n'y a aucune IA qui va être capable de dire ton problème, il vient de là, parce que ça. Les IA vont pouvoir faire des corrélations, mais donner l'explication et la corriger, personne. Alors, ce qui est bien avec l'observabilité, c'est qu'on va s'occuper des unknown unknowns. Ces fameux unknown unknowns, les choses dont on n'a pas conscience et qu'on ne maîtrise pas. Parce qu'on ne sait pas où regarder, on ne sait pas regarder, comment regarder, on ne sait pas quoi regarder. Et on ne sait pas non plus où ça arrive, quand ça arrive, et parfois, on ne sait même pas que ça arrive. Donc ça, c'est vraiment important. L'observabilité permet de gérer l'inconnu. Et l'inconnu, c'est ce qui nous fait perdre de l'argent et c'est ce qui nous fait peur. Alors, l'observabilité, ce qui est intéressant, c'est qu'on en fait déjà. Ouf, on est sauvé.
Vous en faites déjà parce que déjà le monitoring repose sur des indicateurs qui sont issus du système. Et si on reprend la définition de tout à l'heure, à partir du moment où vous avez vos indicateurs, c'est que vous avez quand même des inputs et des outputs. Alors, on n'est pas sauvé. L'instrumentation du code, les logs applicatifs, techniques, les indicateurs métiers générés dans le code, tout ça, je pense que ça vous parle. Ça ne vous viendrait pas l'idée de faire une application sans log. Vous faites peut-être aussi de la corrélation d'événements. Alors ça, c'est intéressant, la corrélation d'événements, parce que ça permet, quand on a des microservices, par exemple, de savoir ma première requête initiale, combien elle a généré de sous-requêtes et comment tout est corrélé ensemble. Et ça permet de comprendre des problèmes. Alors, l'agrégation est l'ennemi de la corrélation. Ça, je voulais quand même indiquer ce truc-là. À partir du moment où vous agrégez vos données ensemble, vous perdez le côté unitaire. Et quand c'est agrégé, pour recomprendre ce qui s'est passé derrière, c'est fini, l'information a disparu. Et enfin, vous utilisez peut-être des APM, vous êtes peut-être très riche. Les APM, c'est quelque chose de génial et ça fait l'instrumentation pour vous. Ça fait même des corrélations, ça sort des jolis graphes, mais ça coûte une fortune. Donc on n'est pas forcément riche. Alors on est à Devoxx, je voulais quand même vous donner un exemple de code. Il ne compile pas, je vous le dis tout de suite. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en vert, vous allez voir comment on faisait avant l'observabilité. On faisait l'observabilité avec des logs en début, des logs en sortie, éventuellement avec quelques indicateurs qu'on mettait dedans. En bleu, c'est là où on va commencer à s'intéresser à l'instrumentation quand vous la mettez directement dans votre code. Alors, vous pouvez faire des librairies vous-même, ou vous allez faire une méthode en entrée, une méthode en sortie, et vous allez lui passer tout le contexte, vous allez créer des correlation ID, stocker des informations, calculer des métriques et stocker tout ça à part. C'est intéressant aussi. Une voie qui peut être très 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 bien, c'est de Open Tracing. Open Tracing, c'est quelque chose qui va normaliser pour vous toutes ces notions d'échange, toutes ces notions de qu'est-ce que je dois tracer, comment je dois tracer. Donc je vous encourage à regarder, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, ce n'est pas l'objectif, mais voilà, l'observabilité, il y a moyen d'en faire de ces manières-là, et gratuitement en plus. Alors va venir un moment un peu amusant, donc c'est une nouveauté dans Devoxx. Je vais vous proposer, en conférence, et pas en hands-on, d'expérimenter l'observabilité en vrai. Parce que l'observabilité, c'est le concept le plus naturel qu'on puisse imaginer. Il est tellement naturel qu'en fait, on passe régulièrement à longueur de temps à côté. Et je vais vous proposer donc de partir du principe que vous êtes, vous, en tant qu'être humain, des usines de distribution de l'attention et d'observabilité. Votre capacité, c'est de pouvoir regarder tout ce qui se passe autour. Si vous regardez la salle, rapidement, vous allez pouvoir tirer des informations de la salle. Vous allez pouvoir regarder, par exemple, il y a des spots, il y a un joli écran, il y a une table, il y a un Gus qui est avec un Polo Link sur scène, qui nous raconte des conneries. Voilà, il y a plein d'informations que vous pouvez tirer. Si vous allez vous concentrer sur un élément de votre environnement, vous allez pouvoir en tirer de plus en plus d'informations. Si je prends la porte, par exemple, je vais pouvoir m'apercevoir qu'au fur et à mesure que je vais regarder la porte, je vais retirer de plus en plus d'informations. Et plus je vais rester concentré sur ma porte, plus je vais être capable de la détailler. Je vais être capable de voir, par exemple, qu'il n'y a pas de poignée. Je vais être capable de voir qu'il y a une serrure, qu'il y a des carreaux. Si je regarde les carreaux un petit peu plus précisément, je vais voir qu'il y a même un grillage sur le carreau, que le carreau n'est pas totalement translucide. Et ça, c'est très important. C'est très important parce que ça veut dire que votre système dans lequel on vit est composé d'une myriade d'informations que vous pouvez choisir d'exploiter ou pas. Et en fonction de l'endroit où vous allez porter votre attention, vous allez tirer des informations de plus en plus précises. Alors, je ne vous dis pas, si vous passez votre temps à regarder Netflix, ce n'est pas forcément le meilleur truc pour pouvoir apprendre des choses. Et on fait ce choix-là en permanence. On va décider de regarder les enjeux de la télé-réalité ou on va décider de regarder une conférence à Devoxx sur YouTube. Ah, mais oui, il y en a qui regardent les enjeux de la télé-réalité, monsieur, tout à fait. Alors, il y en a, ils ne sont pas dans cette salle, j'espère. Sinon, désolé pour ceux que j'ai froissés. Si on reprend notre exemple du monitoring de tout à l'heure, je vais vous demander par exemple de regarder la porte qui est devant. Puis je vais vous demander de regarder la porte qui est devant. Puis je vais vous demander de continuer à regarder la porte qui est devant. Et c'est ça le monitoring. Vous allez rester fixé là-dessus. Et pendant que vous êtes fixé là-dessus, vous ne voyez pas forcément tout le reste. D'ailleurs, je peux même demander à plusieurs d'entre vous de regarder différents aspects de la porte. Est-ce que la porte est ouverte et fermée? Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière le grillage? Est-ce que la serrure est fermée? Bref. On peut monitorer une fois une métrique. On peut monitorer 1000 fois une métrique. Et on ne peut malheureusement pas monitorer 1000 fois 1000 métriques. Ah, je suis content, j'ai réussi à la placer.
Tout simplement, si on part du principe que cette salle est l'ensemble de ma capacité de monitoring, parce que bien entendu les capacités de monitoring ne sont pas infinies, et ben, si cette salle est ma capacité de monitoring, si je mets tout sur la porte, je ne vois rien du reste. Qu'est-ce qui se passe si j'allume le feu dans ce coin-là? Vous n'allez rien voir. Vous allez commencer à voir des choses si potentiellement une personne qui est en train de monitorer la porte s'occupe de la chaleur ou s'occupe de l'odeur à proximité de la porte. Vous allez commencer à avoir plus d'informations quand là, le nuage de fumée va vous empêcher de voir la porte. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la détection indirecte. Et ça, c'est vraiment, vraiment important parce que ça veut dire que si votre monitoring est bien efficace, vous allez quadriller l'ensemble de la salle et dès qu'on va allumer un feu à un endroit, au bout d'un moment, vos indicateurs périphériques vont être perturbés. Et ça vous permet vraiment de comprendre ce qui se passe. Si votre système n'est pas observable et que vous avez juste vos monitorings, c'est comme si vous voyiez des spots qui éclairent des points et puis le feu à côté, vous ne le voyez pas. Voilà, c'est pour ça qu'il faut faire en sorte de se baser sur notre propre fonctionnement d'être humain pour mettre en place l'observabilité au sein de nos applications. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on fait à ce moment-là pour tester l'observabilité de son système? C'est pas compliqué, hein, il suffit d'y mettre le feu. Et vous me voyez arriver avec mes gros sabots et la transition avec le Chaos Engineering qui arrive. Alors, avant de parler de Chaos Engineering et de feu, j'aimerais quand même revenir sur une partie de notre tableau qui s'appelle les known knowns. Alors, les known knowns, ce sont les tests. C'est le fonctionnement optimal, les choses qu'on connaît, qu'on comprend. En fait, les tests, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Mais les tests, c'est hyper important. C'est hyper important parce que ça permet de définir votre fonctionnement nominal. Avec votre test, vous connaissez la voie et vous savez à partir de ça, quand est-ce que vous sortez de cette voie-là. Donc c'est très très important de connaître ces known knowns. Alors on en vient à la définition du Chaos Engineering. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je la redis. C'est la discipline de l'expérimentation sur un système distribué afin de renforcer la confiance, terme très important, confiance, c'est très vague, afin de renforcer la confiance dans la capacité du système à résister à des conditions turbulentes en production. Pour beaucoup de personnes, confiance, résister à des conditions turbulentes, c'est la résilience. Pas que. Pas que. Dans la confiance, il y a cette notion d'observabilité aussi. Si je ne suis pas capable de voir mon système, personnellement, je n'ai pas confiance dedans. Si je ne suis pas capable de savoir quel est le fonctionnement nominal de mon système, je n'ai pas du tout confiance dedans. Alors c'est là que c'est intéressant, parce que notre Chaos Engineering il va nous permettre d'adresser la dernière case du tableau, les unknown knowns. Les choses dont on n'a pas conscience, mais qu'on comprend. Et ce qui est intéressant, là, c'est de partir sur ce qu'on sait, parce qu'on sait où ça arrive, on sait pourquoi ça arrive, c'est nous qui mettons le feu, et on sait quand ça arrive. Et surtout, on choisit de mettre un tout petit feu et de le mettre à un endroit où, en général, on a un petit peu de spot autour et qui nous permet de voir ce qui se passe. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va savoir quand même à peu près où regarder, mais on va savoir que finalement, il y a peut-être qu'il peut y avoir des effets de bord qu'on n'avait pas vus, des choses qui vont apparaître et qu'on ne s'était pas imaginé, et c'est ça la grande force du Chaos Engineering, par rapport à l'observabilité. C'est ce qu'on appelle un effet de sérendipité. Donc la sérendipité, c'est quelque chose de très important, c'est comme ça que toutes les grandes découvertes ont été faites. La sérendipité, c'est la découverte fortuite à partir de l'observation d'un élément à côté. Complètement raté. Bon, en gros, grosso merdo, la sérendipité, c'est quoi? C'est vous voulez regarder là, vous faites une expérience là, et finalement, c'est pas là que ça se passe, c'est à côté. Et quand vous apercevez que c'est à côté que ça se passe, là, vous faites une grande découverte. C'est comme ça que Pasteur a découvert les antibiotiques. C'est comme ça que Newton, avec sa pomme qui lui est tombée sur la tête à ce moment-là, a peut-être eu des idées sur toutes ces théories. Alors le Chaos Engineering, c'est important, voilà, ça permet ces effets de sérendipité, ça permet aussi de valider le fonctionnement et la bonne observabilité de son système. Alors là, je vais faire un petit Rex pour quand même vous dire que ce n'est pas que du bullshit ce que je raconte. Chez SNCF, on a fait des expérimentations de différents niveaux, et la plus petite, c'est le Chaos Monkey, vous connaissez tous ça maintenant. Je casse une instance et je regarde ce qui se passe. Donc preuve de notre résilience, fantastique, tout marchait bien. Mais alors par contre, faiblesse de notre monitoring. Pourquoi? Parce qu'on a mis beaucoup de temps à détecter que les instances tombaient. On pouvait aller entre 20 et 40 minutes pour détecter qu'une instance tombait. Donc le temps de la remonter après, voilà, on était quand même à un temps conséquent. Et pour pallier ça, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis plein d'instances en parallèle, ce qui coûte une fortune, ce qui consomme de l'énergie, ce qui n'est pas optimisé. Et surtout, si elles tombent toutes à la queue leu-leu, on met quand même un certain temps à s'apercevoir de ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant parce que ce qu'on voulait faire initialement, c'était de la résilience. Et finalement, on s'est aperçu qu'on était un petit peu plus dans l'observabilité et dans le fait qu'on ne voyait pas bien correctement les choses. Et surtout, ce n'est pas le bon endroit qu'on regardait. Là, on est typiquement dans un effet de sérendipité, c'est on n'a pas regardé au bon endroit, on ne s'est pas posé les bonnes questions.
Alors, à l'autre extrémité du spectre, on a le Chaos Kong. Le Chaos Kong, c'est arrêter un data center. Je suis heureux de vous annoncer que nous faisons partie de ce club très fermé de ceux qui cassent leur data center pour s'amuser. Il y a plein de façons de le faire tomber. Est-ce qu'on est capable de toutes les comprendre? C'est ce qu'on a cherché à faire. Surtout, je vais vous montrer comment on a construit cette expérimentation de Chaos Engineering, parce que c'est vraiment une démarche méthodologique. Ça commence déjà par définir les objectifs. Le premier objectif, c'était de valider le respect des procédures et l'observation des réactions humaines. Alors, on avait déjà eu des incidents de ce type-là. Hein. Ça nous était déjà arrivé de nous prendre des nions, clairement, avec un data center qui était tombé et la résilience qui n'était pas là. Donc, l'objectif secondaire, c'est de valider la résilience, mais on savait que c'est secondaire parce qu'on savait déjà que ça marche. Hein. On va quand même valider tout ça. Le deuxième point, c'est le périmètre, c'est le blast radius. C'est qu'est-ce qui permet d'éviter de trop mettre le feu. Alors là, on a fait 3 expérimentations séparées d'1 mois et demi pour pouvoir se laisser du temps entre chaque expérimentation, de pouvoir faire des corrections, et du chaos progressif. L'implémentation est cachée, ils ne savent pas ce qui se passe. Par contre, pour la première expérimentation, ils connaissent la date et l'heure. Pour la deuxième, ils connaissent juste la date. Et pour la troisième, c'est chaos total. Et enfin, quels sont les résultats espérés? Alors le premier résultat espéré, ça contredit ce que j'ai dit tout à l'heure, mais c'est être sûr que tout se passe bien, qu'on n'a pas d'effet catastrophique, qu'on n'a pas d'effet chaos. C'est quand même le plus important, hein, que quelqu'un ne respecte pas la procédure. C'est dommage, mais que tout s'effondre et qu'on perde complètement notre application ou nos applications pour ça, c'est pas acceptable. Donc, et respecter les procédures, ça c'est le résultat espéré. Ce qu'on appelle aussi, ça permet aussi de déterminer qu'est-ce qu'on doit observer, au moins en nominal, lors de l'expérimentation. Alors l'implémentation, c'était quoi? Notre data center, on lui supprime son lien Internet. Donc en fait, on a une grosse ligne spécialisée qui sort, on coupe la ligne Internet, plus personne ne peut accéder au data center de l'extérieur, et on coupe le lien réseau entre data centers. Là, pour le coup, il est complètement isolé. Alors ça coûte moins cher que de l'arrêter d'un point de vue électrique, on n'a pas à tout redémarrer, mais au final, l'effet, c'est strictement le même. On a juste gardé un tout petit fil d'Ariane pour pouvoir réactiver le data center sans avoir à se déplacer sur place. Et au final, on a déclenché le feu. Et qu'est-ce que ça a donné? Alors ça a donné des résultats assez intéressants. Qu'est-ce que ça a déclenché comme résultat? D'un point de vue technique, d'un point de vue résilience, parfait. Dès la première expérimentation, tous les flux ont été basculés en moins de 10 secondes. Aucun client emmerdé. Tout s'est bien passé. Par contre, d'un point de vue supervision et monitoring, là, on a eu quelques surprises. Et la première surprise, c'est qu'on n'a pas fait de détection. On n'a pas détecté que le data center était tombé. En plus, on s'est planté de diagnostic parce que la première chose qui s'est passée, c'est « Tiens, c'est marrant, les systèmes de base de données, ils ne répliquent plus. » Hein, on avait allumé le feu là-bas, c'est les bases de données qui sont là, qui ont commencé à nous dire « Là, le feu, il est vraiment important. » Et donc, c'est une détection totalement indirecte. C'est quand même très amusant de voir qu'au début, les personnes qui étaient au suivi de production sont parties sur un incident de base de données et pas sur un incident de perte de data center. Bon, nouveau monitoring, hein, bien entendu, il faut regarder ça. Donc parfait, mais là, par contre, latence d'alerte. Oui, c'est bien d'avoir du monitoring, mais si on ne reste pas les yeux fixés dessus et que ça pète, ça pète. Donc pour le coup, remettre en place de l'alerting et l'optimiser un petit peu. Donc on optimise la remontée des alertes, et à la troisième expérimentation, là, tout s'est bien passé. Parfait, ouf, génial. Au niveau du respect des procédures, là, on va rentrer dans de l'humain, on va rentrer dans des problématiques que vous pourrez rencontrer si vous avez envie de faire ce genre d'expérimentation. La première, c'est non-respect des procédures, par manque de prise au sérieux. On sait quand ça arrive, on sait pourquoi ça arrive, on est au courant, c'est pas grave. C'est pas grave, mais en même temps, c'est un vrai incident. Hein. C'est pas un exercice qu'on a fait, on a vraiment coupé le data center, il n'y avait plus de requêtes qui passaient. Bon. On rappelle les procédures, gentiment. La deuxième fois, pareil. Alors c'était un peu plus sérieux, mais on a toujours eu des ratés parce que on savait quand est-ce que c'était, donc quand c'est arrivé, c'est le chaos qui arrive, c'est bon, c'est facile. Par contre, c'était plus amusant quand on est passé sur le chaos total. Là, c'était plus amusant parce que, alors là, ils se sont vraiment posé des questions, ils ont vraiment suivi les procédures et ils ont respecté tout nickel, parfait. C'est fantastique. Le data center a été remonté, mais hyper vite. Mais manque de bol, ils ont oublié de réactiver le trafic. Et ils n'avaient pas la possibilité de voir que le trafic n'était pas actif. Parce qu'en observant le système, on ne le voyait pas. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on refait le lien avec l'observabilité. Qu'est-ce qu'on a vraiment appris? On a appris qu'il nous manquait quelque chose qui nous permettait de visualiser notre trafic en temps réel et qui nous permettait de comprendre vraiment ce qui se passait.
Et là, la petite vidéo que je vous fournis, c'est Visceral. Visceral, l'outil de Netflix, qui permet de visualiser en temps réel ces flux. Là, on est à mi-chemin entre le monitoring et l'observabilité. Parce que tous les petits trucs en gris que vous voyez, ce sont des requêtes qui se passent bien. Quand c'est en vert, en jaune, ce sont des erreurs fonctionnelles. Et quand c'est en rouge, ce sont des erreurs techniques. Là, avec ça, vous voyez qu'on a un DC1, DC2. Là, quand il y a un data center qui n'est pas actif, on le voit tout de suite. Et ça, maintenant, c'est affiché sur le mur de notre suivi de production. C'est tout le temps actif en permanence, il le voit. Donc vraiment, ça nous aura fourni cet apport-là. Et en plus, c'est un outil de nouvelle génération. C'est typiquement le genre de nouveau monitoring qu'on aura prochainement. C'est beau en plus, hein. Franchement, Merci Netflix. Merci Netflix. En plus des séries, parce que ça, c'est gratuit, hein, c'est génial. Alors, il y a quand même un point très important dans tout ça, c'est que le chaos, l'observabilité, c'est l'affaire de tous. Et si avec le Chaos Monkey, moi j'avais cherché surtout à sensibiliser les développeurs aux problématiques de résilience et à les amener à se poser des questions que se posaient uniquement les exploitants. Avec le Chaos Kong, là, les exploitants se sont vraiment pris au jeu, et à tel point que maintenant, ils commencent même à vouloir faire d'autres expérimentations, peut-être un peu moins fortes, mais qui sont plus pertinentes pour eux. Donc ça, c'est intéressant. Là-dedans, il y a un intrus. Hein, je pense que vous l'avez tous trouvé. L'intégrateur, tout à fait. Non, c'est la direction. La direction, ça fait bizarre de voir que la direction est là. Vous imaginez bien que pour arrêter un data center, ça ne se fait pas comme ça. Prendre la décision d'arrêter un data center et de provoquer un incident grave qui nous avait coûté une fortune la première fois que c'était arrivé, ça ne se fait pas tout seul. Ce qui est vraiment intéressant dans toute cette démarche, et pourquoi je reviens comme ça maintenant d'année en année pour vous parler de ça, c'est que la direction est convaincue de l'intérêt du chaos engineering. Ils ont compris ce que ça apportait. Et donc ils ont fait sauter les derniers verrous qui permettaient d'aller sur ces expérimentations. Ça, c'est génial. C'est génial parce que ça s'est fait naturellement. Pourtant, c'est la plus grosse des expérimentations qu'on pouvait faire pour l'instant. C'est la plus grosse qu'on pouvait faire, mais c'était presque facile. Donc ça, c'est génial et je tenais à le partager avec vous. Alors, au final, chaos et observabilité, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Le chaos engineering, c'est certainement un des meilleurs outils de validation de l'observabilité. Ça, si votre système n'est pas observable, que vous allumez le feu, très vite, vous allez voir si votre système, vous êtes capable de comprendre ce qui se passe. Alors ça, c'est une phrase d'une dame qui s'appelle Charity Major, hein, qui est une américaine qui est assez spécialisée dans l'observabilité, qui a des avis très tranchés. Hein, pour elle, le monitoring est mort. Bon, je ne souscris pas à ce point de vue. Sans observabilité, vous n'avez pas de chaos engineering, juste du chaos. On va même aller plus loin. Sans observabilité, en cas d'incident, vous avez juste du chaos. Et le reste du temps, vous avez du chaos aussi parce que vous ne savez pas forcément ce qui se passe. La grande force du chaos engineering, c'est de provoquer des effets de sérendipité. Vraiment, ça, c'est le truc, pour l'instant. Je pense vous avoir montré ça. Ce qui est vraiment surprenant, c'est qu'à chaque fois, on pensait voir un endroit et on pensait trouver des choses à un endroit, et c'est juste à côté qu'on a trouvé ce qui se passait pas bien. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort, parce que c'est en gros vraiment ce moyen de pouvoir se prémunir de l'inconnu. Se prémunir de l'inconnu, c'est à un moment qu'on choisit, pouvoir déterminer, essayer de trouver des choses qu'on ne connaît pas. Et il n'y a qu'avec le chaos engineering à l'heure actuelle que vous pouvez faire ça. Et enfin, pour le chaos comme pour l'observabilité, la vérité est ailleurs. Alors ça veut dire quoi, la vérité est ailleurs? En tant que développeur, on a tous tendance à travailler sur les environnements de dev, sur les environnements hors production. Donc des environnements qui sont sandboxés, des environnements qui sont parfaits, des environnements où il n'y a pas de perturbations particulières, où au final on peut faire un peu ce qu'on veut. Alors que la vérité, la vraie vie, c'est la production. Et ce qui est terrible, c'est qu'il y a même des sociétés, je ne vais pas citer de grandes banques, mais qui interdisent à leurs développeurs de regarder ce qui se passe en production. Mais c'est absolument catastrophique, c'est un crime. C'est un crime de ne pas pouvoir permettre à un développeur de voir ce qui se passe vraiment dans la vraie vie. Après, comment est-ce que vous voulez correctement corriger les choses? Comment est-ce que vous voulez correctement appréhender votre fonctionnement de vos applications? Et surtout, la manière dont vous devez exposer vos informations. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Donc s'il y a des gens qui travaillent dans des banques, je vous encourage à venir me voir, on discutera avec vos patrons après. C'est catastrophique. Alors, la vérité est ailleurs, que les environnements de test, c'est vrai, mais il y a un truc qui est intéressant avec les environnements de test. Il y a eu une conf il n'y a pas longtemps qui s'appelle la JFTL. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous y sont allés, c'est les Journées françaises du test logiciel. Alors, il y a un superbe livre qui est sorti que je vous encourage à lire. On va trouver deux notions
qui sont assez intéressantes, voire même primordiales. La première, c'est le shift left. Le shift left, vous en avez peut-être entendu parler, c'est quelque chose qui vient de l'agilité. Le shift left, c'est quoi? C'est faire en sorte de faire ces tests le plus tôt possible dans la chaîne de développement pour que ça coûte le moins cher possible. Plus on trouve les bugs tôt, moins on a besoin de faire de retours avec les différents environnements de qualification. Et encore moins avec un environnement de prod où là, ça coûte vraiment une fortune. Et à côté de ça, il y a une nouvelle notion qui est en train d'arriver qui s'appelle le shift right. Et le shift right, c'est quoi? C'est l'inverse, c'est faire les tests le plus tard possible. Alors pourquoi le plus tard possible? Pas dans une optique de gagner de l'argent, mais tout simplement de valider ce qu'on a pu mettre avant dans les environnements plus bas. Si on ne teste pas en production, on ne peut pas savoir. On est obligé de tester en production, on a besoin de tester en production, c'est obligatoire. Si on ne le fait pas, de toute manière, à la moindre vraie problématique, ça coûte très cher. On se retrouve avec des chefs qui nous disent plus jamais ça, on doit mettre beaucoup d'énergie et au final, on perd beaucoup d'argent. Alors si je dois résumer au final mon tableau que je vous avais dit que ne vous inquiétez pas, on va y revenir, donc j'y reviens une nouvelle fois. Les known unknowns, le monitoring permet de répondre à une question que l'on connaît à l'avance. On sait ce qu'on observe. C'est du code qui est écrit pour surveiller du code. Les unknown unknowns, c'est l'observabilité qui permet d'adresser ça, et on peut répondre à toute nouvelle question. C'est-à-dire que même sans monitoring, si votre système est bien observable, vous pouvez vous en sortir, sans avoir à réécrire de code. Les known knowns, ce sont les tests qui s'en occupent. L'alerting est l'observabilité en situation connue et maîtrisée. Le test, donc c'est du code écrit pour valider du code, écrit pour surveiller du code. Alors c'est un peu pompeux, mais c'est exactement ça. Ça vous permet vraiment de définir quel est votre mode de fonctionnement nominal. Et on en a besoin de ce fonctionnement nominal. D'ailleurs, on teste même souvent les cas un peu aux limites. Mais on reste dans le connu. Et les unknown knowns, l'expérimentation via le chaos engineering, on va pouvoir trouver tout ce qu'on n'est pas capable de trouver avec les tests. Et ça, on va le faire dans le vrai environnement. Donc quand on va allumer un feu à un endroit de manière totalement maîtrisée, parce que je vous le rappelle, le but n'est pas de faire un incident de production, on va pouvoir voir si on n'a pas été capable de détecter ou de diagnostiquer correctement notre incident, pourquoi? Et là, on peut vraiment travailler et améliorer le système. Donc vraiment toujours dans cette notion de maîtriser les événements qui arrivent. Alors si on revient à notre tableau du début, maintenant j'ai la possibilité de le simplifier en rajoutant ces 4 termes-là. Et on va même pouvoir aller plus loin en rajoutant le shift left et le shift right. Ça résume complètement pourquoi c'est important de faire des tests, pourquoi c'est important d'avoir un bon monitoring, pourquoi vous êtes obligé de faire de l'observabilité, et pourquoi le chaos engineering, c'est pas qu'un truc pour se faire plaisir, c'est pas qu'un truc rigolo, c'est pas que quelque chose qui est à la mode, c'est quelque chose dont vous allez avoir besoin, et je suis totalement convaincu que c'est une discipline que vous utiliserez régulièrement et que tout le monde utilisera régulièrement à l'avenir. Le shift left a eu lieu, le shift right aura lieu. Alors, pour aller plus loin dans cette notion on va dire de pratiques un peu nouvelles, de choses un peu nouvelles, en fait, j'ai envie de vous dire que le chaos engineering, comme l'observabilité, comme le Craftman, comme le DevOps, comme l'agilité, toutes ces choses-là, ce sont les rouages d'une grosse machine. Toutes ces nouvelles pratiques, elles fonctionnent ensemble. Vous ne pouvez pas choisir de faire juste du chaos engineering sans toucher au reste, sinon la machine ne marche pas bien. Vous êtes obligé de toucher un petit peu à tout. Et c'est ça qui est intéressant. Il ne faut pas se lancer à corps perdu et à fond dans une discipline. Il faut chercher à faire le lien entre chacune de ces disciplines. Comme là, j'espère que je vous ai convaincu du lien entre l'observabilité et le chaos engineering. Il faut chercher à faire ça. Il faut chercher à toucher le maximum de pratiques. Parce que c'est ça qui permet vraiment de s'adapter le plus vite possible au changement. Et avec l'augmentation de la complexité, le changement, c'est maintenant. Il y a quand même un truc qui est important dans tout ça, il y a une pratique qui est centrale. Alors ça, vous allez vous dire, c'est l'agilité. Non, c'est pas l'agilité. La pratique centrale dans tout ça, c'est le DevOps. C'est le DevOps parce que tant qu'on n'a pas résolu le problème du DevOps, on se retrouve avec un antagonisme monstrueux dans nos SI. C'est des devs qui sont payés pour faire le plus de sorties possible pour amener de l'instabilité et sortir de nouvelles fonctionnalités, et des ops qui sont payés pour avoir une infra la plus stable possible, où il y a le moins de changements. C'est une opposition. Sans résolution de cette opposition-là, ça ne sert à rien de vouloir faire du chaos engineering. Si en plus vous ne pouvez même pas voir vos environnements de production, on oublie complètement. Mais complètement. Donc c'est pour ça que c'est important de commencer par là. Alors,
je vous recommande un livre qui s'appelle Mettre en œuvre DevOps, qui est écrit par Alain Sacca et Christophe Rochefol, qui est vraiment une bonne introduction à cette notion de DevOps et qui peut vous permettre au moins de remettre un peu en question tout ce que vous aurez pu faire, toutes les choses que vous aurez pu commencer, envisager, et vraiment chercher à challenger vos propres pratiques DevOps. Voilà, je me fais un petit peu de publicité. Il y a un e-book sur l'observabilité qui a été écrit pour Google, auquel j'ai participé, où je parle de chaos engineering. Je parle beaucoup plus d'indicateurs. Je ne parle pas de toutes ces histoires de unknown knowns et compagnie. Ça, je referai des articles plus tard dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau de l'observabilité, vous avez d'autres regards. Là, je vous ai donné une vision qui est quand même assez personnelle. Mais c'est intéressant de voir un petit peu ce que tout le monde pense. Alors pour terminer et pour conclure cette présentation, je voulais vous faire une superbe citation. Manque de bol, j'en ai trouvé 3 et ces 3, j'ai pas pu choisir entre elles. Donc on va les faire toutes les 3 les unes après les autres. La première, c'est que le chaos est la voie de la transformation. Alors le chaos, c'est la voie de la transformation. Pourquoi ? Parce que vous avez du chaos dans votre vie, dans votre environnement, que vous allez chercher à vous adapter. Donc le chaos, c'est un moteur d'évolution, c'est un moteur qui vous permet de remettre en question et de vous adapter. Bien utilisé, c'est un moteur qui va accélérer vos transformations. C'est un moteur qui va vous permettre de plus facilement faire passer la pilule de la modification et du changement. La deuxième citation, c'est sur le changement. Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. Alors ça, c'est particulièrement vrai dans certaines grosses entreprises, où on a tout un middle management qui est par exemple mis complètement à défaut par l'agilité. Ils vont freiner des cas de fer parce que ça remet en cause leur propre existence. Donc ils vont freiner, donc ils vont résister. C'est douloureux pour eux, c'est douloureux pour vous aussi. Et c'est pareil pour toutes les pratiques. Plus on va résister à des pratiques, plus on va attendre. Et au final, plus ça va être dur de s'y mettre après. Puis on va prendre du retard, on va venir à une conf à Devox en dire « Oh, c'est génial ce qu'ils font, ça serait bien de faire pareil ». Oui, il faut faire pareil. Il faut faire pareil. Et la dernière citation, je souhaite vraiment revenir sur cette notion d'importance de savoir ce que vous faites de vos métriques. Parce que observer un système et avoir un système observable, c'est très bien. Observer votre monde autour, c'est fantastique. Mais si vous n'observez pas les bonnes choses et surtout si vous n'en tirez pas les bonnes conclusions, ça ne sert à rien. Donc la dernière citation est de Lex Luthor. Mais elle est beaucoup plus profonde qu'on peut le penser. Certains peuvent lire Guerre et paix et penser que c'est une simple histoire d'aventure. D'autres peuvent lire les ingrédients sur un papier de chewing-gum et y découvrir les secrets de l'univers. Merci à tous. Fin du voyage, on repasse en mode Devox. J'adore cette animation. On a 2 minutes pour des questions. Donc si vous avez des questions à poser, c'est le moment. Ou sinon, vous pourrez... alors, je vais garder ça si j'ai froid. Sinon, j'ai un t-shirt Chaos avec le gros logo du Chaos dans le dos si vous voulez me retrouver après. Je vous écoute. Ah, j'étais clair. Je sais. Ah, une question ici. Alors, la question, les slides sont disponibles quelque part. Ils vont l'être. Ils vont l'être, et le schéma récapitulatif où il y a à peu près tout dessus, je vais même le refaire de manière à ce que vous puissiez vous le récupérer, le présenter, l'utiliser à d'autres endroits. D'autres questions ? Alors, où est-ce qu'on peut trouver mon blog et me suivre ? Alors, je l'avais fait sur la précédente conférence l'année dernière. J'ai des articles sur Medium, en cherchant Benjamin Gakik sur Medium, ou en regardant le Paris Chaos Engineering Meetup, que je vous encourage à venir voir. Une question là. C'était Panic, sur quelle photo ? Ah, si, c'était un link. Bien entendu que c'est un link. Mais c'est une représentation d'un link. Hop, si je reviens sur ce slide-là, hop, ici. Si je reviens sur ce slide, en fait, ça, c'est pas un link, ce sont des pixels. Voilà, ce sont des pixels. Alors, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que ça, c'est assez intéressant parce que c'est... Il y a une phrase qui est très forte qui dit « La carte n'est pas le territoire ». La carte n'est pas le territoire.
Bah ça, c'est une illustration différente, différemment dit, de la carte n'est pas le territoire. C'est pas un link, c'est une représentation du link. Et moi, ce que j'en vois, ce n'est pas la réalité. C'est une représentation de la réalité, c'est même pire. C'est une représentation que je vois, sur laquelle je vais mettre des filtres. Et donc, ce qui fait que je vais me recommencer à me refaire une réalité qui n'a peut-être strictement rien à voir avec la vraie réalité et la vérité. Il y a autant de vérité qu'il va y avoir de personnes qui vont observer. Exactement. Merci, c'était vraiment très intéressant. Merci.